Bonjour. Puisqu'il s'agit, ici, de tirer les premières conclusions de notre enquête sur le grand mensonge du XXe siècle et avant de mettre en ligne notre site internet et publier nos ouvrages. Je voudrais, comme je l'ai affirmé tout au long de cette vingtaine de films, pouvoir démontrer que, aussitôt qu'on replace au centre du puzzle les quelques pièces volontairement oubliées de notre histoire, telles la trahison militaire, l'Europe des cartels et les grands enjeux impériaux, on trouve une parfaite cohérence dans la suite des événements qui amenèrent ces gigantesques carnages et leur cortège de destruction. Alors maintenant que vous avez pu voir tous les films précédents, je vais résumer toute l'affaire devant vous, en quelque sorte réécrire l'histoire en une vingtaine de minutes afin que cette cohérence vous apparaisse nettement. Vous pourrez constater que toutes les pièces du puzzle s'emboîteront parfaitement sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir un miracle quelconque, une fatalité divine ou même quelque hasard incompréhensible. Que l'enchaînement des événements respecte une logique parfaite, accessible à chacun. C'est d'ailleurs très exactement la raison pour laquelle il fallut déployer tant d'efforts pour les dissimuler. Ou tout au moins étouffer les millions de questions qu'ont posées nos parents et grands-parents depuis 80 ans. Reprenons donc la chronologie des événements depuis leur origine. L'avènement de ce qu'on a appelé l'ère industrielle, au moment où quelques innovations majeures précipitent l'humanité tout entière vers une nouvelle ère, celle de la surconsommation. Dès 1850, on construit d'immenses usines capables de produire toujours plus. Dans le même temps, pour les alimenter, on ouvre de nouvelles mines et on va conquérir encore d'autres colonies. Autant de nouvelles sources qui ouvriront autant de marchés où l'on pourra écouler les produits transformés. Vous connaissez le processus, on construit des bateaux et des voies ferrées pour transporter à la fois les matières premières et les produits manufacturés destinés à alimenter une demande toujours plus grande. Il importe à ce moment aux puissances émergentes, telles l'Allemagne, la Russie et les États-Unis, de se faire une place parmi les grands. Parallèlement à cette évolution matérielle, apparaissent de nouvelles idées tentant logiquement à répondre à la grande question que se posent les peuples depuis le début de l'humanité. Quelle part d'autorité faut-il offrir au peuple face à celle des puissants? Et comment répartir plus justement les richesses créées? Nous connaissons également les réponses apportées par les intellectuels de la fin du XIXe siècle. Il n'y a qu'à évoquer leurs noms pour qu'elles vous reviennent à l'esprit. Darwin, Freud, Marx, Lénine, Proudhon, bien sûr, mais également Victor Hugo, Balzac, Dickens, Dostoïevski, Kipling ou George Orwell, tous inspirés par les philosophes de la Société des Lumières. Malheureusement, tous ces bouleversements ne furent pas sans conséquences. Les nouvelles règles de production et d'exportation à outrance ayant totalement chamboulé les anciens équilibres, ils provoquèrent aux États-Unis la guerre de sécession et en Europe la guerre de 1870. Sans parler bien sûr de toutes les guerres coloniales. Et l'apogée de cette nouvelle société, ébauche mal dégrossie de notre société de consommation actuelle, se situe à la fin du XIXe siècle, où l'on pense être parvenu à un équilibre et que la croissance, moins connue quelques années auparavant, mais qui va devenir très vite à la mode, va être sans fin. Et oui, déjà. Malheureusement, en 1905, la logique reprend ses droits avec une première crise économique mondiale. En cause, bien sûr, la surproduction
Donc la concurrence, la baisse des prix, les faillites en chaîne. Puis une seconde grande crise en 1910. Et là, il convient de réfléchir. Et l'évidence apparaît. On produit bien plus que les peuples sont capables de consommer. Or, pour rééquilibrer l'offre et la demande, il faudrait donner plus d'argent au peuple, c'est-à-dire mieux répartir les richesses par l'impôt et diminuer le temps de travail, offrir des loisirs. Donc, la possibilité de dépenser plus. Mais cette révolution-là, les possédants ne sont pas prêts de la faire. Ils vont donc s'arc-bouter sur leurs privilèges et refuser obstinément de partager les fruits de leur dur labeur. Et nous avons, par opposition, la naissance du socialisme avec Proudhon et du communisme avec Marx. À partir de là, nous connaissons la suite. La Première Guerre mondiale, censée régler à la fois le problème posé d'une part par l'expansion des deux empires émergents les plus dangereux, Allemagne et Russie, qui, souvenons-nous, menaçaient le commerce maritime des deux empires anglo-saxons ainsi que l'empire français. Et d'autre part, le problème posé par la surproduction. Car quel marché offrira jamais plus de débouchés à l'industrie lourde qu'une guerre? Puis, après le bain de sang de 1914-18, nous avons constaté que la concurrence a repris entre les trusts anglo-saxons et ceux de l'Europe continentale. Les gouvernements respectifs des deux blocs entrent dans le jeu et bientôt un des principaux buts du Parti européen sera d'éliminer les deux empires anglo-saxons, donc leurs cartels, du marché européen, où les cartels européens sont censés fabriquer et commercer sans crainte de concurrence en provenance d'une autre zone. Et nous savons que par leurs sous-marins allemands et russes, les anglo-saxons avaient largement pénétré le marché européen. C'est pourquoi le mot d'ordre des républicains européens fut d'éliminer ces concurrents en construisant l'Europe le plus vite possible, afin de contrer la montée en puissance du communisme et du fascisme, censé stopper le processus par une nouvelle guerre. Par le processus européen. Là encore, rien d'illogique à tout cela, rien de mystérieux. Et puisque le décor est posé, voyons maintenant comment cette confrontation a pu amener les plus hauts responsables politiques et militaires français à préférer une Europe fasciste, même s'il fallait pour cela abandonner les principes républicains. En effet, on peut imaginer qu'une telle décision n'a pas été facile à prendre, et surtout à faire accepter par les milliers de militaires qui devaient ouvrir la porte. Et c'est bien pour ça que cette trahison peut, aujourd'hui encore, paraître totalement aberrante. En effet, même si personne n'ignorait tous les coups bas des Anglais contre la France au cours des négociations du traité de Versailles ou leur participation massive au réarmement de l'Allemagne, même si tous ces grands décideurs savaient parfaitement que le duc de Windsor trahissait en faveur de son ami Adolphe et avait parfaitement compris le jeu de l'Angleterre consistant à pousser la France à déclarer la guerre à l'Allemagne avant de signer une paix séparée avec Hitler. Enfin, même si vous devez penser comme moi qu'il y avait bien là de quoi irriter la plupart des militaires et politiques français, la question reste, est-ce réellement assez pour décider d'assassiner la République? Personnellement, je ne crois pas. En effet, le fait que nombre d'officiers français républicains de très bonne valeur aient fini par accepter de fermer les yeux sur cette trahison laisse à penser qu'ils ont pu être convaincus du bien fondé de leur décision par quelques autres turpitudes anglo-saxonnes qu'à ce stade de notre enquête, nous n'aurions pas encore décelé.
Par exemple, que les Français aient vu dans l'arrivée de Churchill au poste de Premier ministre le 10 mai 1940 autre chose qu'une simple démonstration de la volonté britannique d'entrer enfin sérieusement en guerre. Donc, de mettre un terme définitif aux tractations secrètes entre Chamberlain et Hitler, comme c'est près d'1 milliard de livres sterling et la promesse d'abandonner la Pologne à son sort afin de contraindre la France à réagir seule. Et cette fois, la question est d'importance. En effet, une fois Churchill aux commandes et le parti pro-allemand annihilé en Grande-Bretagne avec la mise au pas très brutale de leurs plus grandes figures, telles Chamberlain et tous les membres du Clifton Set, donc les plus éminents membres de la City, la question se pose naturellement. Pourquoi, comme cela avait été le cas en 1916, ne pas oublier pour un temps les différends existants entre les deux empires? Il y a bien là un mystère qu'il faut résoudre. Faute de voir notre théorie de la trahison s'effondrer d'un coup. Pour cela, je vous propose de revenir, puisque tout est dit, sur cet autre point oublié de l'histoire, qu'était la rivalité coloniale. Car n'oublions pas que tous ces militaires avaient, en dehors du court épisode de la Première Guerre mondiale, construit leur carrière et gagné leur médaille sur les champs de bataille de l'Empire colonial. Et contre qui, en réalité? Pas contre les pauvres peuples qui tentaient de préserver leur liberté, mais contre les deux grands empires anglo-saxons qui, en alimentant les armées de libération en armes, et en leur offrant leurs conseillers militaires et espions, étaient les véritables ennemis de ces militaires français. Or, nous allons voir maintenant que loin de l'image de défenseur des droits de l'homme que l'histoire a voulu retenir, Churchill était en réalité, avant tout, le champion de l'Empire britannique. Nous savons qu'Hitler a failli être assassiné par les officiers allemands démocrates lorsqu'il a voulu défier les démocraties en menaçant d'attaquer la Tchécoslovaquie. Nous savons également que Chamberlain, représentant le Parti européen, lui avait sauvé la vie en parfaite connaissance de cause en provoquant la conférence de Munich avant de lui céder tout ce qu'il demandait. Il offrit au grand Führer une nouvelle légitimité populaire et interrompit le projet de putsch des conjurés allemands. Nous connaissons également parfaitement maintenant les enjeux défendus par ces Britanniques du Parti conservateur. Intéressons-nous donc à ceux défendus par ce soi-disant libéral qu'était Churchill. Pourquoi soi-disant? Tout simplement parce que, selon nos critères moraux français, un colonialiste pur et dur n'a rien de libéral. Voilà pourquoi j'ai tant insisté sur la différence qu'il y a entre les démocraties anglo-saxonnes et républicaines. Vous avez compris que tout simplement, on ne parle pas de la même chose. Et nous allons voir maintenant qu'en réalité, Churchill, qui avouait lui-même dans ses écrits et ses discours d'après-guerre qu'il n'avait jamais eu d'autre but que défendre l'Empire, n'a pas fait la guerre uniquement pour abattre le Reich, mais surtout pour la survie de l'Empire. Un empire menacé non seulement par la doctrine communiste et la Russie, mais également et surtout par le Japon, les États-Unis et la France. Pourquoi la France? Parce qu'en cas de victoire allemande, elle aurait réclamé sa part du gâteau colonial britannique. Pourquoi les États-Unis? Parce qu'on aurait bien compris que sous la bannière de la liberté brandie par Wall Street se cachait une redoutable machine de guerre dont le but était d'étendre l'empire américain au détriment des deux vieux grands empires britanniques et français. Quant au Japon, chacun sait qu'il menaçait les colonies britanniques d'Extrême-Orient. Par contre,
Ce que les historiens font toujours mine d'ignorer, c'est que le Japon était, tout comme l'Allemagne et la Russie, attaché par la laisse de Wall Street, qui avait construit pour lui les usines d'armement qui devaient permettre aux partis des généraux d'attaquer à la fois la Chine et l'Empire britannique. Soit la réplique exacte de la pièce jouée en Europe avec Hitler, mais version asiatique. Et personne ne s'étonnera que, tout comme en Europe, les usines à capitaux et brevets américains qui construisaient les avions et chars japonais ne furent pas bombardés tout au long de la guerre. En tout cas, jusqu'à ce que, une fois son but atteint, le gouvernement des États-Unis décide d'y mettre un terme brutal, avec grand coup de bombes atomiques. Revenons donc à Churchill, en but à tous ses ennemis, car les décisions qu'il va prendre au cours de cette Seconde Guerre mondiale sont révélatrices. Et pour cela, commençons par poser la bonne question. Pourquoi le roi d'Angleterre a-t-il choisi ce perpétuel va-t-en-guerre en tant que Premier ministre au moment de l'attaque allemande, au lieu de prolonger la politique d'apaisement qui aurait dû amener à une paix séparée? Et la réponse est évidente. Parce que cet homme politique déchu que tout le monde détestait pour sa mauvaise habitude de changer de parti aussi souvent que de chemise, avait l'avantage d'avoir une mère américaine très libérale. Et qu'il avait donc très naturellement des amis américains et juifs. Et parmi eux, un certain Bernard Baruch, industriel et banquier, ami intime du président Roosevelt et à ce titre son conseiller en matière d'armement. Donc, l'homme du grand capital noir aux États-Unis, favorable à la guerre contre le nazisme, ennemi du peuple juif, mais également et surtout à la guerre en Europe en général. Et l'on comprend mieux sous quelle influence le président Roosevelt allait peu à peu rompre avec la politique de neutralité pour finir par engager son pays dans la guerre. Comment? Tout simplement en privant le Japon du pétrole dont il avait tant besoin pour sa flotte de guerre et son armée, toujours en guerre contre la Chine, et qui menaçait l'Empire britannique. Le facteur déclenchant, tout le monde le connaît, Pearl Harbor. Et l'on sait aujourd'hui que les services secrets britanniques avaient réussi à déchiffrer le code secret de la marine japonaise et qu'ils étaient avertis de l'attaque prochaine de Pearl Harbor. La seule chose que l'on ne sait toujours pas, c'est si Churchill en a averti Roosevelt ou pas. Quoi qu'il en soit, les États-Unis sont entrés en guerre au moment précis où il fallait défendre les colonies britanniques restées sans défense depuis le début de la guerre. Reste évidemment à comprendre comment cette alliance anglo-américaine a bien pu décider Hitler à se suicider en attaquant la Russie. Pour cela, outre le fait de détruire le projet de l'Union européenne, commençons par rappeler son but purement économique. Tout comme lors de la Première Guerre mondiale, il fallait évidemment faire en sorte que la guerre dure longtemps et rapporte, au moins pour ce qui concerne les Américains, le plus d'argent possible. Pour ce qui concerne les Anglais, le fait de conserver leur empire devait suffire comme rétribution. Voyons quels furent les leviers de cette politique. Premièrement, il ne fallait en aucun cas bombarder les usines d'armement à capitaux mixtes, pourtant apporter des bombardiers anglo-américains pendant toute la guerre. Ce qui fut le cas, puisqu'aucune ne fut touchée, sauf une usine de Ford en France, ainsi qu'une usine d'I.G. Farben, qui fabriquait de l'essence en Allemagne, et seulement en 1944 pour préparer le débarquement allié. Ce qui correspondait à la politique préconisée en 1941 par le futur président Truman, successeur de Roosevelt. Si on voit que l'Allemagne gagne, nous devrons aider la Russie. Et si la Russie est en train de gagner, nous devrons aider l'Allemagne et ainsi
les laisser en tuer le plus possible. Et bien sûr, vous vous demandez comment Hitler a bien pu faire l'erreur de se lancer dans une guerre contre la Russie, alors qu'il avait juré de ne jamais rééditer l'erreur commise par l'Allemagne au cours de la Première Guerre d'ouvrir un deuxième front à l'Est. Et qu'il avait même signé un pacte de non-agression avec Staline. Pacte en vertu duquel le dictateur russe lui livrait chaque mois toutes les fournitures dont il avait besoin pour sa guerre contre l'Angleterre. Et je sais bien que les historiens partisans de la théorie de l'illogisme continuent d'affirmer que c'est parce qu'il était fou, que sa haine du communisme l'aveuglait. En réalité, si l'on veut bien intégrer à notre raisonnement les facteurs économiques qui les dérangent tant, les raisons pour lesquelles le malheureux poulain des démocraties anglo-saxonnes n'avait pas le choix apparaissent nettement. Soit il faisait ce pourquoi il avait été mis au pouvoir, soit le contrat s'achevait avec le bombardement de ses usines d'armement. Donc la défaite de l'Allemagne, sa chute politique et sans doute son exécution. Pas de perspective, peu attrayante. Alors évidemment, il va tenter, pour éviter cela, de raisonner ces commanditaires britanniques. Mais en oubliant que Churchill, en tant que défenseur des intérêts impériaux, avait tout intérêt à ce que cette guerre, qui devait à la fois ruiner les projets d'une grande Europe, mettre fin aux dangers de l'idéologie communiste qui menaçait les colonies, et permettre d'en finir avec la menace japonaise, n'avait pas la moindre envie d'entendre ces propositions de paix. Or, de telles propositions, Hitler en a fait parvenir plusieurs entre le mois de juin 1940 et le mois de mai 1941. Toutes apportées par les voies secrètes de réseaux parallèles, elles passaient la plupart du temps soit par l'Espagne, soit par le Vatican ou la Suisse. À chaque fois, Churchill en a avisé son gouvernement, qui bien sûr a refusé. Le prétexte, on ne pouvait faire confiance à Hitler. Ce qu'on peut comprendre. Par contre, ce qu'on comprend moins, c'est le dernier refus. En effet, en mai 1941, alors que Churchill fait de son mieux depuis des mois pour inciter Staline à rejoindre le camp des Anglo-Saxons, Hitler, déstabilisé par cette menace, se pose de plus en plus vivement la question de savoir s'il ne vaut pas mieux attaquer son complice en dictature avant que celui-ci ne cède aux sirènes de ses commanditaires anglo-saxons. Et oui, lui sait parfaitement que Staline obéit exactement au même diktat de Wall Street et qu'il est attaché par la même laisse. Donc vulnérable. Vulnérable au chantage de se voir couper des vivres, ou même attaqué par les alliés qui se joindraient aux Allemands. Alors le bel Adolf va tenter un dernier coup pour éviter de s'enferrer dans une guerre avec la Russie. Car il sait que le risque est grand de tout perdre dans cette aventure, que les Russes ne se laisseront pas vaincre si facilement et que l'Europe de ses rêves ne s'en relèverait pas. En mai 1941, donc quelques semaines avant d'attaquer la Russie, il envoie le messager de la dernière chance, son ami Rudolf Hess, porter en personne une dernière offre de paix, par laquelle il propose de retirer sans aucune condition toutes ses armées des pays occupés, puis d'y organiser des élections libres. Offre d'une générosité absolue. Réponse de Churchill, il fait immédiatement emprisonner Rudolf Hess, qu'il met au secret, et le fait passer pour fou. Ceci sans jamais transmettre ce message ni à son gouvernement, ni au gouvernement des pays occupés. Et on comprend pourquoi. Ces derniers auraient immédiatement accepté.
Et il n'aurait plus été question d'une guerre en Europe ou contre la Russie. Par contre, l'agression japonaise contre les colonies continuait, et l'Angleterre n'ayant pas les moyens de la contrer, la seule solution était la guerre mondiale. Les péripéties de cet étrange voyage de Rudolf Hess ont été relatées en détail par Monsieur Martin Allen. Je vous invite bien sûr à les lire, c'est plus qu'instructif. Sachant que Rudolf Hess a été assassiné par ses geôliers après le procès de Nuremberg, puis 45 années de détention, pendant lesquelles il fut maintenu au secret. Ceci alors qu'il devait être libéré quelques jours plus tard, ainsi que l'a établi l'enquête. Il semble évident que le malheureux messager de paix ait été enterré avec la trahison militaire française et l'Europe de 1926 dans les oubliettes sans fond de l'histoire. Ainsi, vous le constatez, la boucle est bouclée et toutes les pièces du puzzle s'ajustent à la perfection. Alors que les deux empires anglo-saxons présentés comme les libérateurs du monde libre ont écrit l'histoire à grand renfort de documentaires recolorés et de films héroïques les imposant en tant que sauveurs des démocraties, la réalité est tout autre. Car nous les voyons maintenant tels qu'ils sont, des envahisseurs impérialistes, fauteurs de guerre et de révolutions en tout genre, tous deux complices du grand capital noir. Et tous ces chantages, tous ces mensonges qui s'emboîtent parfaitement et par lesquels ces empires se justifient les uns les autres, ne servent qu'un but, dissimuler au peuple que les véritables responsables des 350 millions de victimes du XXe siècle à nos jours ont été sacrifiés sur l'autel du profit à tout prix. Que faute d'une remise en question du système, la course effrénée qui entraîne toujours le monde à la poursuite de plus de croissance va nous mener à la catastrophe. Car, quoi qu'on en dise, cette course est un suicide. Elle tue notre planète. Et bien sûr, je comprendrai que nombre d'entre vous restent sceptiques, car après tout, même si les preuves, les archives, les témoignages abondent, même si tout a été écrit, si les véritables coupables et les enjeux cachés ont été dénoncés depuis le début du XXe siècle, il est tellement plus reposant, plus rassurant de fermer les yeux et de se laisser bercer par de fausses certitudes telles « l'humanité en a vu d'autres, le génie humain sauvera la planète ». À ces rêveurs, ces incurables optimistes, je ne poserai qu'une question. Le génie humain aura-t-il la possibilité de faire renaître les millions d'espèces de plantes et d'animaux que cette logique du toujours plus a exterminé depuis le début des années 50? Et même s'il l'avait, aurait-il le temps de leur rendre la vie à toutes avant la fin du monde tel que nous le connaissons? C'est donc parce que chaque jour compte qu'il nous faut éliminer ce doute rassurant. Et pour cela, je vous propose d'en finir une bonne fois pour toutes dans le dernier film de cette série, avec cette fameuse théorie du complot qui, depuis si longtemps, sert d'argument aux fanatiques de l'illogisme. À bientôt donc, si les grands censeurs nous laissent la parole.